Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, vous avez étudié ça, mais vous étudiez aussi le rôle des parents sur le vécu des enfants quand ils sont petits, et notamment dans les inégalités de genre. Qu'est-ce qui se passe quand le père est impliqué dans les 2-3 premières années de vie de l'enfant? Ça a quels résultats et répercussions? Ouais, alors on a commencé à étudier ces choses-là parce que effectivement, une petite littérature qui commence à naître, hein, qui essaye de voir ce qui se passe quand il y a des arrangements égalitaires entre parents et les conséquences que ça a sur les pratiques des enfants. Donc c'est assez difficile à faire parce que méthodologiquement, ce qu'il faut, c'est des enquêtes qui posent à la fois des questions aux parents et aux enfants. Donc voilà, c'est assez rare. Mais il y a quelques enquêtes internationales qui le font bien. En Australie, ils ont de très très belles données là-dessus. Et puis en France, il se trouve que depuis 2011 et la mise en place de ce qu'on a appelé la cohorte ELF, on suit des enfants. Hein. Il y a, je crois 40 000 enfants qui ont été interrogés en 2011 à la naissance. Enfin, pas les enfants, mais les parents. Hein. Et puis cette cohorte ELF est suivie tous les ans, tous les 2 ans. Et donc on voit un petit peu l'évolution de ces enfants sur un nombre très important de questions. Et ce qu'on a exploité, c'est l'enquête à 2 ans, où il y a beaucoup de questions sur les pratiques de jeu des enfants. Et en particulier, il y a des questions sur des jeux qui sont ouvertement genrés, comme par exemple jouer à la voiture, jouer à la poupée, jouer à la dinette, jouer avec un ballon. Ça, c'est des questions, et on l'a mesuré statistiquement, qui évidemment séparent énormément les filles et les garçons. Et donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est quelle est la probabilité d'un garçon d'avoir un jeu dit de fille? Donc c'est pas nous qui décidons que c'est un jeu de filles. On a mesuré que c'était un jeu objectivement de filles. La poupée, je vous assure, c'est un jeu objectivement de filles. Plus de 80% des enfants qui jouent à la poupée, ce sont des filles. Donc, quelle est la probabilité d'un garçon d'aller faire ce jeu-là, qui est réputé comme un jeu de filles? Et est-ce que le fait d'avoir un père qui participe aux tâches ménagères ou un père qui participe aux soins des enfants renforce cette probabilité-là? Et la conclusion de ça, c'est que oui, en fait, ça marche assez bien. Il y a un effet implication du père dans la déconstruction en fait des pratiques genrées chez les enfants. Donc ça fonctionne. Ouais. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus le père est impliqué dans les tâches domestiques, c'est ça, hein, c'est vraiment différent. C'est pas lui qui va montrer jouer avec une poupée, c'est papa qui fait la vaisselle, range le linge, prépare à manger, qui aura un grand impact sur la vie de l'enfant. Voilà, on a identifié C'est fou, quand même. différentes formes d'implication hein, du père, et on a mesuré à chaque fois ce qui marchait le mieux, quoi, d'une certaine façon. Et donc effectivement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est l'implication dans les tâches domestiques qui, probablement parce que ça passe par un mécanisme de role modeling, comme on dit, hein, De mimétisme. Voilà, de mimétisme, d'imitation, voilà, ouais. Ça fonctionne plus pour déconstruire les pratiques et les stéréotypes de genre que les situations où le père est impliqué plutôt dans le soin aux enfants, c'est-à-dire quand il y a une forme d'interaction avec l'enfant. Et ça peut se comprendre aussi par le fait, donc là encore une fois, il faudrait avoir vraiment une enquête qualitative très fouillée pour savoir précisément ce qui se trame en fait. Mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'en vérité, à partir du moment où il y a une interaction, on se rend compte qu'il y a ça c'est très bien documenté par la littérature, il va y avoir des interactions renforcées entre les pères et les fils. Donc par voie de conséquence, ça peut renforcer le modèle masculin chez les fils. Et donc, voilà, paradoxalement... Alors, l'effet net est quand même positif, hein, c'est-à-dire quand les pères sont impliqués dans le soin, ça déconstruit les pratiques de genre des enfants, mais moins fortement que quand les pères sont impliqués dans le travail domestique. Donc voilà, il y a peut-être des contre-tendances un peu paradoxales qui sont liées à l'identification des fils par rapport à leur père. Voilà, ce qui pose la question plus généralement de quel modèle de masculinité les pères jouent dans la sphère familiale, quoi. Ça, on ne sait pas encore trop.
Bah, c'est pas concevable. C'est que clairement, plus il y a d'interactions entre les pères et les fils, plus les fils se comportent comme des petits mecs. Donc c'est Dans ce qu'on probablement a que comme stéréotype. comment? Dans ce qu'on a comme stéréotype genré Bien sûr, bien d'un sûr. homme. Quoi. Oui, de J'utilise quelques abus caricature. de langage Ah oui, pour bien sûr. voilà. Mais donc ça veut probablement dire que la performance, pourrait-on dire, pour reprendre un anglicisme, hein, la performance de genre des pères est masculine ou conforme à la masculinité plutôt traditionnelle. Donc voilà. Et est-ce que ce résultat il serait le même en Suède, par exemple, où la masculinité prend un autre visage au sein du foyer? Ça, c'est des études qui ont été liées à la France ou... Ouais, c'est fait en France sur cette enquête ELF qui est française. Hein. Donc il y a assez peu de données. Cette enquête-là, elle existe pas beaucoup dans les autres pays. C'est vraiment et donc il y a des indices de ça. On sait par exemple que cet effet-là. Euh, euh, alors ce qui est assez intéressant, c'est en Suède, il y a eu une enquête là-dessus qui montrait que en fait l'effet d'implication des pairs était moins fort sur la déconstruction des pratiques de genre des enfants que dans d'autres pays. Mais pour autant, les pratiques des enfants sont moins genrées. Donc ça veut dire que l'effet père est moins fort, probablement parce que La société. parce que c'est plus courant en Oui, ouais. fait C'est il y a du une acquis. Oui, banalisation ouais, en c'est du fait acquis. de l'égalité de genre et donc l'effet père qui s'implique, eh ben il perd Mm. en force puisque tous les pères s'impliquent. Hein. Donc il y a il y a cet effet-là. Donc ça répond partiellement à votre question. Probablement que la démonstration de la masculinité dans la sphère familiale est différente. Euh, c'est une hypothèse, voilà. Pour Dis-moi. terminer, j'aurais aimé savoir, est-ce que, je sais pas si on peut conclure comme ça, mais est-ce qu'il faut autoriser la complainte parce que c'est sain ou est-ce qu'en fait il faudrait trouver d'autres moyens d'envisager la parentalité, en France en tout cas? Parce que ce 40%, il est élevé comme taux d'insatisfaction, parce que c'est ça que ça dit, hein, c'est qu'on n'est pas épanoui dans notre rôle de parent. Hmm. Je vais répondre peut-être euh, en mobilisant un élément qu'on n'a pas évoqué dans notre discussion, qui est que moi, quand j'ai interrogé les parents français sur les raisons de leurs complaintes, j'ai trouvé qu'une partie de cette raison-là était liée aussi chez les femmes à une démonstration de la distance aux enfants, d'une forme au fait de vouloir s'émanciper de son rôle maternel. Donc, d'une certaine manière, la complainte parentale est une forme, est une manière pour les mères de dire bah, je ne suis pas asservi à mes enfants. Hein, donc, mes enfants sont fatigants, etc. Ce discours-là, en fait, il permet de mettre à distance le devoir maternel. Donc il a cette fonction-là. Donc, je dirais que c'est un symptôme. Enfin, de toute façon, c'est pas à moi de dire aux gens comment ils doivent parler de leurs enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'ils en parlent de façon pessimiste ou qu'ils s'autorisent à mobiliser le registre de la complainte est plutôt un symptôme, en fait, du système d'inégalité de genre dans lequel on est. C'est parce que précisément, la pression parentale repose beaucoup sur les mères et qu'elles n'ont d'autre moyen que de dire que finalement, parfois, elles arrivent à s'en émanciper. Donc, d'une certaine manière, si on veut faire baisser ce taux de pessimisme parental, il faut probablement plutôt travailler l'égalité de genre dans la sphère domestique. Et c'est ça qui fera que les parents français seront peut-être plus soucieux de leurs enfants et des sentiments de leurs enfants et moins pessimistes. C'est un discours que Emmanuel Macron, notre président, devrait écouter puisqu'il veut faire réarmer démographiquement la France. Il s'est beaucoup focalisé sur l'infertilité, ce qui est une réalité, hein. Mais il a un peu pour moi raté un des pans de la problématique qui est cette inégalité de genre au sein des foyers et que tant qu'on ne résorbera pas ça, et nous les femmes, on n'a pas envie de réarmer démographiquement la France à notre dépens en fait, à notre travail, notre santé mentale, notre santé physique. C'est entendable par les politiques, ce que vous avez travaillé comme sujet en sociologie. Est-ce que ce que vous faites peut avoir des répercussions derrière pour qu'il y ait des mesures fortes prises?
Ah, j'en sais rien, je reste disponible, mais On a des députés qui franchement, écoutent le podcast, quoi. d'accord, bon, bah, c'est très bien, mais il y a effectivement beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes en fait à retourner. Je pense en particulier à la manière dont on conçoit nos politiques de petite enfance. En France, c'est une vraie bizarrerie européenne, hein. En France, les politiques de petite enfance, en fait, elles sont paramétrées par deux choses. On l'a formulé comme ça dans un article avec un collègue, le faire et le faire faire. Le faire, c'est donc les politiques de congé parental. Est-ce qu'on donne la possibilité aux parents de s'occuper de leurs enfants? Et le faire faire, c'est est-ce que on met en place des systèmes délégataires, donc la crèche, les assistantes maternelles, etc. En France, on a énormément travaillé le deuxième versant. En France, on a un taux d'accès des enfants de moins de 2 ans aux structures formelles qui est le plus élevé d'Europe. Et depuis très longtemps, la Commission européenne a recommandé que tout le monde s'élève, sauf la France, parce que c'était pas la peine. Et donc les autres nous rejoignent, mais très lentement. Et nous, on y était avant même les objectifs fixés. Par contre, là où on est très mauvais par rapport aux recommandations de la Commission européenne, c'est sur le congé parental. En fait, où on a un congé parental qui n'est pas saisi par les parents, ou quand il est saisi par des parents qui sont en fait des mères, puisque 95% des parents qui prennent le congé parental en France sont des mères, et c'est extrêmement segmenté socialement, c'est-à-dire qu'il est pris par des personnes qui potentiellement ne sont pas en emploi ou occupent un emploi qui est assez peu rémunérateur et pour qui il n'y a pas de coût d'opportunité à passer sur un congé parental rémunéré autour de 350 à 500 euros. Donc, il faut voir ça. On n'a pas du tout travaillé le côté faire. Et ça, c'est une vraie bizarrerie. Et quand on mesure le type de politique choisie, le faire ou le faire faire, en France, on considère qu'on est super fort parce qu'on a permis du faire faire et donc on aurait permis aux femmes de se libérer de la contrainte des enfants et qu'on aurait permis aux femmes d'accéder à des opportunités professionnelles. En vérité, quand on mesure en termes d'égalité de genre, les pays qui marchent le mieux, c'est les pays qui font du faire et du faire faire. Ceux qui font que du faire faire, ils sont tout aussi mauvais que ceux qui font que du faire ou que ceux qui font rien, parce qu'il y a aussi cette configuration-là dans des pays à tradition plus libérale, Royaume-Uni par exemple, aucun accompagnement, hein, et bien le niveau d'égalité de genre est le même au Royaume-Uni qu'en France. Voilà. Donc autant pas perdre de l'argent à payer des crèches et des assistantes maternelles. J'exagère un peu. Puisque c'était pas ça la solution. En termes d'égalité de genre, c'est pas ça la solution. En termes d'égalité de genre, ce qui marche, c'est un modèle séquencé. Le modèle nordique, c'est celui qui produit le niveau d'égalité le plus élevé, d'égalité de genre le plus élevé. C'est celui dans lequel on aurait un congé parental fort, puis un système de garde formel à partir, voilà, c'est séquencé, c'est-à-dire à partir de 12-18 mois dans les pays nordiques. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'on est prêt à financer ça, sachant que les efforts budgétaires sont pas aussi élevés et qu'il y a d'autres types de réformes, des réformes fiscales, on va peut-être pas en parler, qui permettraient de financer ça. Voilà. Alors, si vous êtes député, si vous avez du pouvoir politique et que vous avez entendu ça, on a la feuille de route, en fait. On sait ce qu'il faut faire. Bon, ça fait longtemps qu'on sait ce qu'il faut faire, mais là, on a encore plus clairement des chiffres. Malheureusement, en France, on choisit d'autres chevals de bataille. C'est ça, le problème, pour l'instant. Je pense, voilà. Et puis, on hérite d'un système. Bon, et puis, la conjoncture politique est pas non plus très favorable à des réformes de fond, voilà, on va dire, là-dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui devraient être mises à plat. C'est ce qui a été fait en Suède dans les années 70. Il y a une réforme fiscale qui était vraiment simultanée avec cette réforme du congé parental. La taxation individuelle, en particulier, a été mise en place. Donc, ça signifierait la suppression du quotient conjugal ou du quotient familial en France. C'est énormément d'argent. C'est je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de 20 milliards tous les ans. Donc avec ça, on a une manne financière pour redistribuer ensuite, remettre à plat en fait notre système de politique de petite enfance et envisager peut-être des conséquences plus positives en termes d'égalité de genre. Et surtout, on n'a pas du tout parlé sur les mères célibataires qui subissent encore plus les inégalités de genre, qui s'appauvrissent encore plus au moment d'avoir des enfants. On peut aussi s'intéresser à l'évasion fiscale, puisque on le sait que c'est... Si on parle plus généralement, alors là, il pourrait aller chercher des sous pour les politiques publiques. Il y a des sous pour les services publics. Ouais. Exactement.
Merci beaucoup, Romain, de nous avoir entendus. Et vraiment, j'espère que ça va tomber dans des bonnes oreilles. Même si je ne suis pas dupe, je sais qu'en fait, ils savent tout ça. Ils ont les données, mais que pour l'instant, ils font d'autres choix. Mais ça nous donnera peut-être envie de nous battre encore plus. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ces podcasts. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.